Je voudrais d'abord mentionner une impression que j'ai faite pendant ces journées-là. Les archéologues de Paris sont un monde clos. Et nous, qui ne sommes pas de langue française, je me sentais comme une planète un peu hors de ce monde. Mais je suis un exemplaire des relations externes de François. Lui et un ami commun, Robert Guy, nous nous sommes rencontrés maintes fois et finalement, quand Robert est mort en juillet 2020, François et moi étions les exécuteurs du testament de Robert. C'était François' idée de mettre les archives de Robert dans l'INHA. Aujourd'hui, les deux archives sont des voisins. François et Robert sont réunis d'une autre manière qu'avant. C'est aussi la raison pour laquelle je suis ici. Et je n'ai pas supporté ce colloque de ma propre poche, comme on s'était annoncé. J'ai donné la somme de l'état de Robert. Et je suis sûre que Robert serait été très content de ce fait, même pour une situation plutôt triste. Et maintenant, je suis de l'avis qu'après toute cette tragédie jusqu'ici, il nous faut quelques comédies. Ces deux messieurs m'ont expliqué, et j'ai fait déjà la connaissance de M. Schmidt, qui ne sont pas des archéologues et qui vont nous parler d'autres choses. Et ils sont tous deux d'un institut que je ne peux pas prononcer parce que avec toutes ces abréviations à la romaine, ça c'est trop pour un petit Suisse. Mais donc c'est EHESS et c'est monsieur Jean-Claude Schmitt que nous parlera les autres images de François Lissarac. Allez-y, monsieur. Merci, madame, et merci à Cécile Colonna et à Nicolina Kay de m'avoir convié à parler de François Lissarac, bien que je ne sois ni spécialiste des vases grecs, ni même de l'histoire de l'Antiquité, sinon par alliance. Je me limiterai à évoquer les relations de travail que j'ai eues avec François, notre complicité intellectuelle dans l'approche historique et anthropologique des images et les principales occasions de notre collaboration effective. Notre proximité scientifique se doubla d'une profonde amitié pendant plus de 40 ans, entretenus sur nos lieux de travail respectifs qui, par chance, furent toujours voisins, rue Monsieur-le-Prince, comme à l'INHA, et même à Berlin, par un heureux hasard, puisque nous avons passé ensemble l'année 2010-2011 au Wissenschaftskolleg. Mais notre amitié n'avait rien d'exclusif. Nous la partagions avec nombre d'entre vous, Pauline, Alain, Françoise et bien d'autres, parmi lesquels, en premier lieu et jusqu'à leur disparition, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. À ce propos, je voudrais, bien qu'historien des images médiévales, dire toute ma dette à l'égard de J.P., dont la réflexion sur la pensée et la religion grecque trouvait dans mon propre travail un prolongement décisif. Si je lis ici la mémoire de J.P. à celle de François, c'est parce que leur travail en partie commun a représenté pour moi, en tant que médiéviste travaillant sur les images médiévales, un double défi. Certes, les différences sont importantes entre nos domaines de recherche, comme le rappelait du reste François, que je cite, « Les Grecs n'ont pas de Bible, et si Hésiode et Homère en tiennent parfois lieu, ces textes n'ont pas valeur normative pour les anciens. » Pourtant, il m'a toujours semblé qu'il était aussi légitime de poser à propos de la chrétienté médiévale
les questions anthropologiques formulées par Jean-Pierre Vernant au sujet du polythéisme antique que de soumettre mes images à des méthodes d'analyse comparables à celles que François Lissarag mettait en œuvre pour l'iconographie des vases grecs. De même que j'empruntais au premier la notion de présentification ou m'inspirais de son œuvre pour avancer l'idée d'idole chrétienne, je m'essayais, à l'instar de François, à un bricolage structuraliste adapté à l'iconographie médiévale. Avant d'en dire un peu plus sur les aspects de son travail qui me semblent les plus décisifs, puis de rappeler comment il m'est arrivé de travailler avec François, je voudrais résumer par 3 mots ce qui, à mes yeux, le caractérisait le mieux: sa culture, son regard et son humour. Ce qui, en premier lieu, suscitait mon admiration, c'était sa très grande culture, à commencer par sa culture littéraire, qui nourrissait de nombreuses citations orales ou écrites d'auteurs classiques ou contemporains, tels Georges Perec, pour lequel il avait, je crois, une affinité particulière. Sa culture artistique n'était pas moins vaste, et la peinture classique des XVIe, XVIIe siècles, fortement inspirée par l'Antiquité, lui était familière, comme l'était l'art contemporain. Un jour à Fontainebleau, lors du Festival d'Histoire de l'Art, nous étions allés ensemble écouter un débat avec Ernest Pignon-Ernest, et il m'avait impressionné par sa connaissance intime de l'art de ce dernier. Le deuxième trait que je voudrais rappeler est son regard, plein d'acuité, de précision, d'attention aux moindres détails, dont ses dessins étaient en somme le prolongement. L'avantage des vases antiques est qu'ils sont bicolores et se prêtent donc aisément à un dessin au trait noir sur fond blanc. François en a magnifiquement tiré parti, non seulement pour démultiplier à moindre coût les capacités de reproduction de la photographie, mais pour inviter son lecteur à suivre son regard jusqu'aux détails les plus significatifs que le dessin mettait en valeur. Le troisième trait que je me plais à souligner est l'humour de François et ses jeux de mots incessants qui lui ont inspiré peut-être une tendresse particulière pour les satires, car, je le cite, « le monde des satires est un monde enfantin, un monde du jeu qui brouille sous forme plaisante l'image de l'identité masculine, virile et masculine du citoyen. Les satires composent donc un univers à plaisanterie, disait-il, qui lui était très cher. J'en viens à présent à la démarche de François face aux images. Il ne l'a pas théorisé et n'a pas proposé de leçon de la méthode systématique, ce qui lui aurait semblé sans doute par trop normatif et rigide. Mais il en a donné de nombreux éléments que souligne dans son œuvre le recours fréquent à un certain nombre de mots-clés qui, entre eux, font système. Le premier de ces mots-clés est « objet ». Les images trouvent dans les vases plus qu'un support. Elles se fondent dans la matérialité et la forme spécifique de chaque type de vase et participent simultanément à leurs usages sociaux, qu'il s'agisse d'un banquet, d'offrandes cultuelles ou de la parure des femmes. Dans le cas d'une coupe, par exemple, avec sa rotondité, sa capacité à pivoter sur elle-même pour révéler tour à tour le décor de chaque face, sa concavité qui suspend pour un temps la découverte du médaillon central, il est aisé de voir comment l'image et l'objet sont indissolublement liés. Je suis très sensible à cette question car il faut lutter chez les médiévistes aussi contre la tentation d'une histoire de l'art plus soucieuse d'établir des typologies, des termes iconiques ou des styles que d'observer la réalité matérielle et fonctionnelle des objets auxquels les images sont intrinsèquement liées. Qu'il s'agisse d'un manuscrit liturgique, enluminé, mais un évangéliaire, un missel ou un psautier n'ont pas le même usage, ou d'une sculpture monumentale, et là encore, le porche d'entrée, la clôture du jubé ou l'hémicycle du sanctuaire n'ont ni les mêmes finalités rituelles, ni les mêmes significations symboliques. Un deuxième mot-clé récurrent est « série », dont découle immédiatement le mot « variante ».
Selon ses propres termes, François Lissarague visait non pas, je cite, l'étude d'un monument unique, passé au crible de l'analyse et de la comparaison, mais à partir de la mise en série d'images parallèles, l'élaboration progressive d'un modèle visuel dont chaque vase est une variante particulière. Une telle phrase a un écho particulièrement fort pour nous autres médiévistes qui proposons aussi de construire des séries systématiques virtuellement exhaustives, ce qui est bien sûr impossible. Je pense à l'étude exemplaire de Jérôme Bachet sur le sein d'Abraham, à la thèse que Séverine Lepape, s'appuyant sur l'informatique, a consacrée à l'iconographie de l'arbre de Jessé, ou plus modestement à la manière dont j'ai montré comment l'image orientale de la dormition de la Vierge est devenue peu à peu, par l'accumulation d'infimes variantes, l'image occidentale de l'Assomption, tardivement canonisée par la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950. Un autre mot qui revient très fréquemment est interférence, employé de multiples façons. Il signifie que jamais une image, qu'il s'agisse de ses traits formels, de sa thématique ou de sa signification, ne se développe suivant une trajectoire simple et indépendante, sans être bousculée à un moment ou à un autre par d'autres lignées d'images qui la croisent, poussent à modifier ses traits formels et lui donnent de nouvelles significations. La notion que François affectionnait pareillement de plasticité s'applique aussi bien à la variabilité des caractères formels d'une image, par exemple une scène de banquet, la figure d'un satyre ou l'image d'un bouclier, au brouillage des catégories, par exemple masculin-féminin, humain, animal, divin, aux activités sociales auxquelles renvoient les objets, qui peuvent se référer simultanément à la réalité quotidienne, aux rituels et à la mythologie. Je le cite à propos des blasons des boucliers, mais ce qu'il en dit pourrait s'appliquer à toute autre image. Pour saisir la signification de ces blasons, on ne peut se contenter d'en dresser une liste lexicale, en affectant à chacun d'eux une valeur sémantique particulière. On doit tenir compte des configurations spécifiques que produit chaque image et des interférences qui résultent de ce jeu d'inclusion. Les interférences que le spécialiste des vases dépiste à travers toutes sortes d'indices ou épizèmes, c'est-à-dire des signes distinctifs comme ceux que portent les boucliers, renvoient à des ruptures et des changements dans la société qui a produit ces objets. Ainsi, les grandes catégories anthropologiques sont investies par le temps et l'histoire de la cité. Quand les tyrannicides Harmodios et Aristogiton apparaissent sur le bouclier d'Athéna, il est clair que la démocratie a gagné la partie sur la tyrannie. Le cas, remarque François, je cite, pousse loin la logique de l'image et son insertion dans une temporalité à multiples niveaux. Si la démarche de François fut profondément anthropologique, elle s'est aussi emparée du temps historique et politique de la cité en repérant les effets discrets dans les variations infimes des images. Je voudrais, pour finir, évoquer un peu plus longuement nos relations plus concrètes de travail commun. François aimait par-dessus tout le travail collectif et les échanges verbaux où sa générosité intellectuelle se donnait libre cours en même temps que son humour. L'article sur les boucliers que je viens de citer provient du volume collectif Tradition et temporalité des images, publié en 2009 aux éditions de l'EHESS, voyez-vous, sous sa direction, et celle de Giovanni Carreri, Carlo Severi, que nous avons entendu hier, et moi-même. Constatant que nous avions des objets différents, mais des préoccupations communes, nous avons voulu démontrer, en réunissant 14 contributions différentes, pour beaucoup celles de nos étudiants, l'inanité des frontières qui séparent les historiens de l'art et les anthropologues, opposées à la fécondité d'une compréhension historique des cultures visuelles. Chaque image, écrivions-nous, est faiseuse d'histoire, faiseuse de mémoire. Bien avant cet ouvrage collectif, le centre Thomas More, et Pauline l'a rappelé ce matin, à l'Arbrel, dans les monts du Lyonnais, a été un lieu de rencontre essentiel,
notamment pour les antiquisants et les médiévistes, travaillant sur les questions religieuses et sur les images dans une perspective d'anthropologie historique. C'est Jean-Pierre Vernant qui en a pris l'initiative à la requête de Roland Ducré, un dominicain qui suivait régulièrement son séminaire. Le lieu de ces rencontres était exceptionnel. Le couvent des Dominicains, construit par Le Corbusier à la fin des années 50, perdu en pleine nature dans les monts du Lyonnais, où nous arrivions en bus pour le week-end avec une flopée d'étudiants recrutés dans nos divers séminaires de l'EHESS, de l'EPHE, du Collège de France ou de Paris 7. Les sessions portaient sur les images et les rituels, la mythologie, le sacrifice, le masculin et le féminin, la lecture et les pratiques de l'image, etc. Le compte-rendu des sessions donnait lieu à une publication périodique dactylographiée, Recherches et documents du Centre Thomas More, de 1973 à 1986, suivi des dossiers du Centre Thomas More jusqu'en 1990, consultables à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque du Séchoir. C'est ainsi qu'on retrouve dans Recherches et documents 35, 1982, la session intitulée « De la figuration des dieux aux catégories de l'image », animée par Jean-Pierre Vernant, avec Gilbert Dagron, Charles Malamoud, Soren Mélikian et moi-même. En 1984, Recherches et documents accueillit pour son numéro 41 les actes de la table ronde qui s'était tenue au Centre Thomas More en 1983 sur lecture et pratique de l'image, avec des contributions pour l'Antiquité de Jean-Louis Durand, Claude Bérard, Alain Schnapp, Françoise Frontisy et François Lissarag sur masculin-féminin, le jeu des signes, Jean-Pierre Darmon, Marie-Henriette Quay, et pour le Moyen-Âge occidental, Jean-Claude Bonne, Jean-Claude Schmitt, sur les gestes de la prière de Saint-Dominique, et Michel Pastoureau, et ce fascicule est consultable à la bibliothèque d'Anima. Non seulement les sessions ont servi de banc d'essai à nombre d'articles et de livres ultérieurs des participants, mais l'une d'elles, consacrée à Ève et Pandora, la création de la première femme, a constitué sous ce même titre la matière de l'un des ouvrages de la collection Le Temps des images. J'ai dirigé ce volume et François Lissarag y a donné une contribution importante intitulée, on l'a déjà rappelé, La fabrique de Pandora, naissance d'images. La contribution de Jean-Pierre Vernant à ce volume s'intitule tout simplement Pandora. C'est en 1996, en effet, que François et moi avons fondé cette collection d'ouvrages, Le Temps des images, chez Gallimard. En fait, le projet était né chez Hatier. François avait été contacté en premier, puis il m'avait proposé de préciser avec lui les attendus de la nouvelle collection. Après quoi, la directrice littéraire d'Hatier, Colline Faure-Poiret, ayant été recrutée par Gallimard, nous l'avons suivi avec elle, nous l'avons suivi chez cet éditeur. Gallimard a donc publié l'intégralité de la collection, soit 19 ouvrages entre 1996 et 2007, date à laquelle Antoine Gallimard a décidé unilatéralement de mettre un terme à l'aventure. Un 20e livre, signé par Hans Belting, a encore suivi en 2012, après l'arrêt effectif de la collection. Des raisons financières furent invoquées par l'éditeur pour justifier la fin de notre aventure, mais je constate que la plupart des livres ont eu des tirages entre 2500 et 5500 exemplaires qui se sont bien écoulés et qui continuent à se vendre aujourd'hui. Des 4 ouvrages concernant totalement ou partiellement l'Antiquité, Les mystères du gynécée, publiés conjointement par Paul Venn, François Lissarag et Françoise Frontisy Ducroux, a été l'un des plus grands succès commerciaux de la collection tout entière. Mais le prix de fabrication élevé de ces livres, avec un papier de qualité et des images en grand nombre dans le texte, avait pour conséquence un prix de vente qui, il y a une vingtaine d'années ou plus, était rarement inférieur à 35 €, ce qui freinait évidemment la diffusion. François et moi étions également conscients d'une certaine ambiguïté de la collection dans le paysage éditorial. Nous proposions des livres très beaux dans leur présentation, mais qui ne prétendaient pas être de beaux livres. Nos exigences scientifiques primaient avant toute autre considération dans le choix des titres, ce qui nous a menés à refuser nombre de propositions.
Mais la collection n'entrait pas dans les cases habituelles, et nous le constations en parlant avec des libraires qui ne savaient jamais sur quel rayon placer nos ouvrages, parmi les livres d'histoire, les livres d'histoire de l'art, ou encore les beaux livres. Chez notre éditeur même, la collection Le Temps des images pouvait sembler, à tort, redondante par rapport à d'autres collections antérieures, comme Art et Artistes, fondée en 1991 par Jean-Loup Champion, ou la Bibliothèque illustrée des histoires, que Pierre Nora avait ajoutée en 1983 à la Bibliothèque des histoires, en publiant, pour commencer, La mort et l'Occident de Michel Vauvel, ironie du sort, ce même historien de renom, qui comptait parmi les initiateurs de notre propre démarche, nous donnera 13 ans plus tard le premier titre de la collection Le Temps des images, Les âmes du purgatoire ou Le travail du deuil. En fondant la collection Le Temps des images, François et moi avions vraiment le sentiment de répondre à une attente de plus en plus forte, telle qu'elle s'exprimait dans nos séminaires et dans le choix des sujets de thèse de nos doctorants. Nous avions besoin de livres différents dans leur conception intellectuelle comme dans leur forme éditoriale, qui ne traitent plus les images comme les illustrations d'un discours historique ou anthropologique façonné en dehors d'elles, mais comme des objets à part entière de la réflexion scientifique, appelant des analyses et des explications spécifiques. La formule était neuve dans le monde de l'édition d'alors, et elle nous permettait de faire coïncider des recherches pionnières que nous cherchions à promouvoir et un projet éditorial sans équivalent à cette heure. Pour cela, nous avons fait le choix d'une ouverture complète à des historiens et historiens de l'art, spécialistes de toutes les époques historiques, de Michel Vauvel à Georges Didier Berman, en passant par Jacques Le Goff ou Éric Michaud, et à des anthropologues de l'image comme Marlène Albert-Lurka, Bogumil Jezieski et Carlo Severi. 4 livres sont des collectifs, ce qui correspondait bien au mode de travail qui était le nôtre dans nos séminaires. François lui-même a participé directement, comme directeur ou comme auteur, à 3 d'entre eux. Nous avons aussi veillé à traduire les livres de chercheurs étrangers qui partageaient nos préoccupations scientifiques, comme Michael Camille aux USA, Hans Belting en Allemagne. Le grand livre de ce dernier, paru en 1990, en Allemagne donc, fut traduit en 1998 aux éditions du Cerf sous le titre « Images et culte, une histoire des images avant l'histoire de l'art ». Aussitôt, nous avons pris la relève et contribué ainsi à mieux faire connaître en France cet auteur essentiel, mort au début de l'année 2023, en publiant pas moins de 3 de ses ouvrages, ce qui a fait de lui notre auteur le plus prolixe. François envisageait de son côté de publier La Cité des Satyres dans cette même collection. Il est heureux que les éditions de l'EHESS aient pu le publier finalement, suivant une formule éditoriale très proche de celle que nous avions inaugurée. Le Temps des images n'a eu qu'un temps, comme nous tous. J'en garde le souvenir d'une aventure intellectuelle unique, partagée avec François dans une complicité chaleureuse de tous les instants. Dans l'entretien avec François récemment publié autour de François Lissarag, un entretien en images sur son parcours et sa méthode, publié par Métis en 2023, François répète qu'il est fier de ce qui a été fait dans cette collection et je partage évidemment ce sentiment. Il revient aussi sur le fait que nous ayons permis, entre autres, de mieux faire connaître en France l'œuvre de Hans Belting, qui était, je cite, dans le paysage intellectuel allemand, le plus proche de ce qu'on essayait de faire. Et il ajoutait, Belting parle d'anthropologie des images, ce qui ne veut rien dire en Allemagne dans les années 1970-1980. En revanche, ce que Tonio Hölscher et d'autres ont promu, ça a été une histoire des médias, du médium. Ils parlent de médialité. Ils partent de l'objet, dit-il encore, alors que nous partions au centre Louis Gernet et à l'école de considérations sur les mentalités, l'esprit, comment fonctionne l'esprit humain à travers des objets, des poteries, des images peintes. C'était cette anthropologie-là qui nous intéressait, parler d'images et pas d'art, bien sûr, et en même temps partir de ce qui est derrière les images, des gens qui les fondent, alors que les Allemands, en bons archéologues, en bons observateurs des faits, de la réalité matérielle, ont eu tendance à partir de la matérialité des objets.
Fin de citation. Je trouve intéressante, peut-être pas tout à fait juste d'ailleurs, la perception que François avait de la situation comparée en France et en Allemagne il y a une trentaine d'années, d'autant mieux qu'il notait que les lignes avaient ensuite bougé, en partie à la faveur des échanges que nous avions favorisés. Du côté français, quand François parle de la priorité donnée à l'esprit humain, il me semble se placer résolument dans les pas de Jean-Pierre Vernant, mais en sous-estimant peut-être l'intérêt chez nous aussi pour ce que Jérôme Bachet, l'un des auteurs de cette collection, a appelé les images-objets. Il ne faisait, et il ne fait aucun doute pour nous, que la matérialité des images était à prendre en compte dans la compréhension de leurs effets sociaux, de leur agentivité, comme on dit aujourd'hui. Inversement, la médialité, chez Hans Belting, incluait aussi le corps dans le cas des tatouages ou des scarifications du visage, et l'esprit, c'est-à-dire l'imagination, les croyances et les rêves, et pas seulement les objets décorés et manipulés par les hommes. Voilà en tout cas le type de débat qui sous-tendait notre entreprise éditoriale. Ce fut notre grand regret de devoir y mettre un terme. Mais cette fin brutale n'a pas empêché de poursuivre ailleurs la réflexion et surtout de voir émerger de nouvelles propositions venant en particulier de nos anciens étudiants. Cette vitalité des plus jeunes nous comblait, rien, pas même la mort, ne saurait l'arrêter. Merci de ce bon aperçu de la personnalité de François. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Non, c'était parfait alors. Merci, M. Schmidt. Je demande M. Pouillon, du même institut, que je n'arrive pas à prononcer, de nous parler sur un séminaire archéologique et orientalisme. C'est le 5e hommage de collègues disparus ou à leur retraite auquel je participe. Et je ne sais pas pourquoi je suis toujours placé le dernier. Ça doit être que je ne suis pas exactement convenable. Et comme vous êtes toutes très fatiguées, je vais essayer de effleurer ma question, qui est le retour sur une amitié et le retour sur un travail commun, un terrain commun, en commençant par une rencontre. Comment j'ai rencontré Lisa Rank, que je ne pouvais trouver que dans les couloirs de l'école des hautes études, et dans cet espace magique qui est les journées électorales de l'école, où ce qui caractérise l'atmosphère générale, c'est un ennui terrible et des mouvements de parole excessifs. Et dans la salle, dans les évocations des candidats, dans les manifestations des patrons, parce que des barons qui veulent faire sortir leur candidat. Alors, il y avait deux espaces dans le premier rayon, n'est-ce pas? C'est celui des tribuns. Et puis, il y avait le deuxième rayon, c'était celui des facétieux, celui de ceux qui étaient derrière et qui disaient du mal de tout le monde, des patrons comme des candidats, et qui disaient même, qui avaient même certaines considérations qui, aujourd'hui, nous feraient soit exclure de l'éducation nationale, soit nous amener en détention parce que nous disions des choses très très peu convenables. Et là, une sorte de fraternité s'est créée dans le pas convenable, et que
Tiens, on va échanger. Si tu veux prendre la parole. Pour aller sur un terrain qui nous paraissait pouvoir nous retrouver, parce que en fait c'était l'essentiel, je crois, pour nous de nous retrouver. Je suis à l'origine de ce truc-là. C'est un peu un débauchage, parce que François était très pris de mille manières et inscrit, comme on l'a vu, dans des chantiers énormes, et je l'ai tiré par la manche pour aller travailler sur une question qui m'avait traversé l'esprit au cours de travaux sur l'orientalisme et sur le voyage d'Orient, une question d'une banalité extrême, à savoir que chaque fois que le voyageur du XIXe siècle débarquait en Palestine, en Syrie ou même en Algérie, et qu'il voyait une bédouine sur un puits, il disait « Ah ben voilà, c'est comme dans la Bible, c'est comme dans... » Donc c'est sur ce schème que je me disais qu'il fallait travailler, parce que ça me paraissait beaucoup plus compliqué que ce simple stéréotype qui était facilement réduit au schéma, voilà, les Occidentaux, au schéma saïdien, disons, les Occidentaux, ils projettent leur schéma sur une culture, ils n'ont aucune curiosité pour cette altérité et cette déférence à laquelle ils devraient se soumettre. En fait, dès qu'on va regarder un peu plus loin, un peu plus précisément, il y a des choses beaucoup plus compliquées qui se passent là-dessous, et que cette façon d'invoquer la Bible, par exemple, ou d'invoquer certaines institutions de l'Antiquité, comme le harem, qui renvoie au gynécée, ou le bain turc, qui renvoie au terme antique, qui sont des sortes de survivance d'un antique, alors que des institutions de survivance de l'antique qui ont disparu d'Occident et qui ont curieusement été conservées, transmises, restituées en quelque sorte institutionnellement par un Orient tout à fait étranger, musulman, et avec toutes sortes de schémas d'échange là-dedans assez bizarroïdes, comme le fait de cette inclinaison de la peinture orientaliste du XIXe siècle, qui se met à peindre des nativités, non plus comme Bruegel dans les plaines glacées de la Hollande, mais en Palestine, dans le lieu même où ces scènes avaient dû se passer, avec un petit décalage, c'est-à-dire que ces juifs de l'Antique étaient habillés en bons bédouins musulmans, vous voyez, avec des sortes de jeux de transfert multiples d'un registre à l'autre. Alors on n'était là non plus dans l'opposition, dans la polarisation Orient-Occident, mais enfin, qui était évidemment présente, avec la connaissance de l'Antique et la connaissance de l'Orient, qui se construisait qui se construisait fortement avec le voyage précolonial et ensuite colonial, tout d'un coup d'immenses enquêtes qui sont lancées, mais qui étaient accompagnées aussi de l'ouverture d'immenses terrains de fouilles qui avaient été jusque-là interdits de visite, pour ainsi dire, à part des pillages traditionnels comme ceux de l'Égypte ou de la Grèce. Donc il y avait toutes, non seulement ces blocs culturels, avec l'investigation dont ils étaient l'objet, mais avec
à cette époque-là, avec donc un truc non pas à deux blocs, mais à de multiples polarités, notamment l'histoire du voyage et de la connaissance au XIXe siècle, qui était en quelque sorte un terrain privilégié de cette confrontation, mais puisque nous sommes aussi dans cette affaire, une histoire de la connaissance, une historiographie de la connaissance qu'il fallait traiter en même temps, avec en quelque sorte un billard à 4 bornes où il fallait tout le temps, dans lequel il fallait tout le temps jouer, et non pas dans la simplissime opposition du bloc des civilisations, mais au contraire dans un jeu ouvert, dans une histoire évidemment longue qui nous dépassait de toutes les manières possibles, et dans lequel nous allions en quelque sorte jouer, nous amuser, mais pour reprendre la sentence de Michel Audiard, nous sommes du genre de ce genre qui ose tout, n'est-ce pas? Je résume, c'est même à ça qu'on nous reconnaissait dans cette affaire, et c'est pour ça que ce séminaire anthropologie et orientalisme, archéologie et orientalisme a suffisamment ravi un certain public, et même a laissé d'excellents souvenirs, non seulement aux participants, puisque, enfin, je reviendrai peut-être là-dessus, mais à l'Issarac, je crois, ça a été un moment d'excursion intempestive et assez récréative, dans lequel il a eu un certain plaisir de se déplacer, de se développer. Alors je vais venir sur deux choses un petit peu, reprendre ces schèmes que nous avons étudiés, qui ont été nos chantiers dispersés complètement, désordonnés, récréatifs, opportunistes, et dans la deuxième partie de mon exposé, je voudrais, à partir des images que je vais vous présenter, vous parler un petit peu des choses qui m'ont particulièrement surpris, étonné dans les interventions de François au cours de ces séminaires. Alors, un premier acte, n'est-ce pas? Là, je vous donne quelques éclats de ces réflexions, le point de départ de ces réflexions, le débarquement de Delacroix à Tanger, qui dit et ça, c'est justement cette ouverture paradoxale sur l'Orient, il dit « Je reconnais la statuaire antique à travers ces gens en burdous, ces musulmans sont la réalité même. Les marbres sont la vérité même. J'ai bien ri des marbres, j'ai bien ri des tableaux de David. Rome n'est plus dans Rome. Enfin, c'est cette façon de découvrir l'Orient avec ce schème d'intelligibilité qui était chez un peintre la connaissance du costume, du geste, dans lequel qu'il trouvait réincarné, et retournant sur l'objet même, rétrospectivement, retournant leur côté vivant sur des choses qui étaient figées, incolore, la statuaire que les élèves des écoles des beaux-arts apprenaient, et apprenaient comme la perfection même. Tout d'un coup, ces statues prenaient vie, prenaient mouvement, prenaient chair, et c'est cela la leçon de Delacroix. Une autre référence, c'est celle... quand on ne le connaissait pas, cette pratique
d'un cri caractéristique des femmes d'Afrique du Nord, les you-you, qui sont devenus quelque chose de tout à fait commun, tout à fait connu, etc., mais sur lequel Gautier s'acharne à essayer de cerner, de décrire cette chose qui n'a rien d'équivalent dans les pratiques occidentales. Et Gautier, avec sa capacité à parler de tout et de n'importe quoi, un cri aigu, prolongé, chevroté, un piaulement de chouette et d'orfraie éblouis, un sanglot d'enfant égorgé, un rire de goule dans une chimère partie à travers la nuit comme une fusée stridente. Cette note d'une tonalité surnaturelle, cette note aigre, frêle et tremblée, fausse comme un soupir d'hyène, méchante comme un ricanement de crocodile, éveilla dans le lointain l'échappement enroué des chacals et me fit froid à la moelle du dos. Vous voyez comment il cherche par une série d'analogies à cerner cette chose qu'il ne comprend pas avant qu'elle ne puisse être familière, chose qui revient ensuite dans la connaissance de l'antique avec ce magnifique article de Louis Jarnet sur les you-you en marge d'Hérodote, un retour donc, c'est par ce cri des femmes que l'on trouve un schème d'intelligibilité de phrases d'Hérodote qui était totalement inintelligible, incompréhensible. Un autre, alors ce schéma sur la nouvelle que j'ai évoquée, la façon de rhabiller l'antique avec ce texte, cet opuscule d'Horace Vernet sur justement les rapports, la façon dont les costumes des Bédouins d'aujourd'hui nous permettaient de mieux comprendre ceux de l'antique. Et puis, cette façon, ça c'est un schéma de Lissarag, cette façon architectonique de composer les unités, ces unités signifiantes, institutionnelles, qui se faisaient écho, qui vibraient en continuité de signification, et qui permettait de comprendre en écho l'Antique et l'Orient, et de donner sens et de réagir sur des préconceptions que l'on pensait avoir, dont on pensait être armé. Alors ça, c'est la fameuse évocation du harem, parce que beaucoup d'archéologues séjournaient dans des pays, à l'époque coloniale, dans des pays orientaux, et donc assez naturellement venaient sous leur plume ces analogies qu'ils voyaient en quelque sorte à leur porte, comme Delacroix débarquant à Tanger. Et ça a été une séance absolument formidable de François Lissarag sur d'Arambert et Saglio, la somme d'archéologie de cet immense dictionnaire dont il a regardé à travers quelques articles la façon dont les significations se faisaient écho et s'éclairaient mutuellement. Et là, j'ai retrouvé récemment cette image, cette formidable image d'une grande beauté de ces prostituées de Biskra qui sont là dans un bain chaud dans le sud algérien. On est dans le bain turc d'Ingres. Le bain turc était une parfaite fiction. On sait bien sa composition avec toutes sortes de schémas. Et en quelque sorte, Rome n'est plus dans Rome. C'est le bain turc. Le bain turc est ici. Alors ça, c'était l'inventaire de nos séances. J'ai dit que c'était désordonné
et récréatif, opportuniste. C'était en fonction de publications, en fonction d'expositions. On a eu des expositions de Jean-Léon Gérôme, notamment, de Le Comte d'Inouï, d'Ingres aussi, sur Ingres et l'Antique. Enfin, ça a été chaque fois l'occasion de prendre par un auteur, et ça, la méthode biographique était pour nous un ressort formidable pour explorer des choses allant justement dans tous les sens, dans toutes les directions. Et en face, en retour, c'est cette série de voyageurs qui était notre fond d'études. Tout cela, c'est allant sur un siècle avec des choses souvent étonnantes, des résultats étonnants, puisqu'on était dans un chantier. Chaque fois, on prenait un auteur, une question, et que l'on cherchait à dépatouiller avec, en travaillant, en dialoguant, enfin, en se faisant en se renvoyant la balle dans des commentaires et des analyses. Et chez lui, Dieu sait si c'était ça allait vite et ça allait bien, pour essayer de trouver justement la façon dont cette chose-là, intellectuellement, historiquement, avait fonctionné. Avec des résultats étonnants. Par exemple, sur cette exposition, Jean-Léon Gérôme, vous savez, Jean-Léon Gérôme qui a donné une couverture au livre d'Édouard Saïd, c'est celui qui est supposé présenter l'image la plus schématique, la plus réductrice de l'Orient, cette image de l'Orient objet entièrement pris dans la folie de la... Eh bien, dans cette exposition qui nous donnait un échantillon assez large, un résultat assez drôle, puisque Jean-Léon Gérôme avait fait à peu près la moitié de son œuvre de peinture historique et largement de sujets antiques. C'est comme ça qu'il s'est imposé la première fois, et toute une autre moitié sur le sujet orientaux. Eh bien, paradoxalement, et contre l'image saïdienne, Jean-Léon Gérôme représentait l'Orient de la façon la plus paisible, la plus respectueuse, la plus retenue, et il représentait l'histoire antique dans une violence sanguinaire. Ce monde dont nous étions dans l'Occident était le descendant, justement, dans une violence sanguinaire, en particulier ces scènes enfin, il y a ces tableaux des chrétiens donnés au lion, ces scènes de gladiateurs, etc. Vous voyez ces choses qui ne fonctionnent pas comme le schéma dominant. Là-dessus, nous le ferait penser avec des choses assez curieuses, comme cette scène de vente d'esclaves du même Jean-Léon Gérôme, où il représente exactement de la même manière, ce qui doit signifier quelque chose. Un arabe examinant une jeune esclave, et un Romain exactement dans la même attitude, dans la même position, donc dans le même rapport symbolique. L'Orient et l'Occident ici se donnaient la même image d'une brutalité terrible, même si cette image n'a pas de fondement ethnographique pour différentes raisons, parce qu'on ne présente pas, d'ailleurs, on n'a jamais présenté des esclaves dénudés sur un marché ouvert, n'est-ce pas ? Les esclaves étaient relativement protégés, enfin, même s'il y avait un esclavage domestique, etc., mais justement pas dans la place publique. Là, aussi bien à Rome
qu'en Orient, la place le public et l'espace privé s'opposaient fondamentalement, mais sur le fait tout à fait ethnographique que si l'acheteur regarde les dents d'un esclave, c'est pas comme pour un cheval de voir son âge, parce que là, il n'y a aucune ambiguïté sur l'âge de la pauvre captive, mais c'est uniquement parce que c'était un critère classique d'ailleurs, même en Amérique esclavagiste, un critère classique pour regarder la bonne santé de l'objet acheté, puisque cet esclave était un objet. Et j'ai cette étonnante gravure qui en fait est une gravure anti-esclavagiste dont je ne sais pas l'origine. Et là, j'appelle à votre science, parce qu'elle était certainement antérieure à son usage dans un recueil anti-esclavagiste, avec justement exactement la même position. Et là, pour chercher à dater l'original, qui permettrait de voir si est-ce que c'est Jérôme qui a repris un document, parce que les orientalistes, justement, les peintres d'histoire utilisaient des documentations riches, ou est-ce que c'est le document qui a été gravé à partir du schéma de Jérôme. Enfin, on est dans cette question des histoires sans historiographie, sans titre d'explication. Alors, quelques petites choses sur les interventions de Lissarrag. Je dis Lissarrag parce que je lui reproche qu'une seule chose, c'est de s'appeler François. Et à chaque fois qu'on appelait François, c'était lui qu'on appelait et pas moi. Donc je me permets de le mettre à distance, même si c'était un ami, un immense ami. Mais donc la façon dont il travaillait, cherchait justement le document, à regarder à partir de quoi ce chassériau avait été composé et avec quel soin il avait repris une construction de Pompéi qui était là, ou une autre façon avec l'ambiguïté des sources dans lesquelles il allait chercher chaque fois une documentation. En fait, c'était une Italienne endormie, enfin dans un schéma qui était celui du peintre, une Italienne endormie qui devient une odalisque orientale, avec là encore un jeu de passage d'un monde à un autre. Alors, je voudrais évoquer maintenant deux, trois petits dossiers qui ont été des objets, parce que chaque séminaire était sur un dossier particulier, et il y en a une qui m'a intéressé dans sa participation, dans sa contribution, dans sa façon dont on pouvait travailler là-dessus. C'est à propos de Pierre Louys et un texte qui s'intitule « Les chansons de Bilitis », un texte poétique, enfin à prétention poétique, qui est un faux, une forgerie, puisque ce texte prétend être la traduction d'un manuscrit trouvé dans l'île de Lesbos, et ce qui justifiait certaines immoralités inscrites dans l'Antique, avec l'utilisation d'éléments de preuve dans la première édition. Pierre Louys ne mettait pas son nom il ne mettait son nom que comme traducteur. Et ce qui l'a beaucoup amusé, c'est que des érudits, et notamment un érudit allemand, disent « Ah ben voilà un bon exemple
tout simplement parce que le texte de Pierre-Louis ressemblait beaucoup à quelque chose de fin de siècle, et donc ça lui donnait un élément de légitimité qui le faisait beaucoup plus recevable à ce moment-là, que même des érudits, même certains érudits pouvaient le prendre pour autre chose que pour un faux. Alors, pourquoi nous sommes intéressés à ce texte? C'est que... Je m'arrête alors. C'est ce qui oui, il faut cavaler. C'est que en fait, Pierre-Louis avait fait une première version et il est sur les instructions de Gide. Il est allé à Biskra pour retrouver une petite prostituée et il a vécu avec elle pendant un mois et de cela, il dit, c'est à partir de cette rencontre que j'ai réécrit mon manuscrit. Je vais caracoler alors, parce que nous sommes tous très fatigués, surtout vous. Mais je veux m'arrêter là-dessus. C'est la façon qui m'a sidéré dont François Lissarague a étudié l'ensemble des rééditions. Comme c'était un texte coquin, il y a eu des centaines de rééditions, chaque fois illustrées, utilisant souvent une iconographie antique. Et j'ai admiré, vraiment, j'étais époustouflé, non seulement dans sa façon de regarder avec sa science, c'est le modèle documentaire qui avait servi à telle ou telle illustration, mais surtout la façon dont ça s'inscrivait dans un genre iconique qui était celui du XXe siècle, et d'un XXe siècle qui n'était pas celui de la grande peinture, n'est-ce pas, d'un XXe siècle souterrain qui continuait à vivre là-dessus, sur sa science des images, vraiment, et il n'était pas du tout dans son secteur, c'était une très très grande affaire. Alors, le truc sur la nudité qui va faire l'objet d'un petit bouquin où nous avions eu l'idée de confronter les normes de la nudité dans l'Antique et en Orient, et en cherchant à montrer que même s'il y avait des formes, des équivalences et un grand nombre de similitudes, la situation du nu dans l'Antiquité et dans l'Orient n'était pas du tout la même, au contraire de ce que nous disions dans d'autres registres, mais que l'Antique dénudait ses dieux, ou ses demi-dieux, puisqu'il s'agissait d'athlètes, tandis que l'Orient et l'islam dénudaient ses pauvres et ces malheureux qui étaient livrés en quelque sorte au regard de tous. Je passe sur le travail qu'on a fait sur les centaures, qui donne lieu aussi à une publication qui est sous presse. Et je vais terminer là-dessus aussi sur une des dimensions du travail de Lissarague. C'est son dernier séminaire dans ce registre-là, sur la violence, les scènes de violence et de décapitation. Il s'est mis à la peinture du 19e, là, à ce moment-là, l'extrême violence qu'il y avait. Un sujet, moi j'ai pris d'autres documents sur l'Afrique du Nord, sur lequel cette question-là, à l'époque des années noires, et d'ailleurs c'est une question qui aujourd'hui traverse l'actualité, cette question de des décapitations, avec particulièrement qui nous place dans une grande histoire. Et j'ai été frappé de voir la façon de regarder cela de François Lissarague, qui a regardé évidemment le côté thématique, mais qui l'a regardé dans une perspective véritablement plastique, plus que ce qu'il soulignait dans ce célèbre tableau. C'était non pas la tête coupée que tout le monde voit, mais quelque chose que tout le monde ne voyait pas, c'est cet escalier en biais
qui organise la scène et qui se reproduit, d'une toile à l'autre, avec justement cette toile de roche grosse, particulièrement sanguinaire, sur lequel on va retrouver l'escalier. C'est Achille jetant Astyanax des hauts de Troie, alors qu'Andromaque est retenu dans l'escalier au milieu d'une chose ensanglantée. Lissargue était très sensible à la peinture de Roche-Grosse, qui était un sérieux connaisseur de l'antique et puis qui avait vécu en Algérie. Alors je suis particulièrement attaché à cette toile parce que, en fait, Lissargue comptait faire à partir de là un article qui devait m'être donné en tant que dans les mélanges que mes amis m'ont composé, et le titre que Lissargue avait donné, parce que Lissargue n'avait aucun humour, il avait plutôt il bâtissait un comique de corps de garde qu'il savait, qu'il exploitait. Moi, j'étais plutôt Almanach Vermeau, lui était plutôt armée de terre, les rigolades de l'armée de terre, tous les deux, évidemment, un petit peu au deuxième degré. Et Lissargue voulait faire un commentaire de cette toile, de l'ensemble des éléments de cette toile, notamment cette histoire des choses ensanglantées et cette histoire dans l'escalier. Et il voulait donner comme titre à cet article, qui malheureusement n'a jamais été écrit, « Andromaque est dans l'escalier ». Alors voilà les deux textes que nous allons, qui sont sous presse, et que j'ai pu mener à la publication d'un projet qui n'a pas abouti, dont on n'a que des pièces, des reliques qui me rendent triste de l'avoir perdu, parce que finalement, c'est pour ça qu'on est là. Non, c'est pour le temps, je suis désolé. Non, ça va. C'était vraiment une excursion dans un monde tout à fait différent de l'Antiquité, mais même si les sujets sont les mêmes. Pour ne pas vous détendre encore de plus, je donne vite la parole à Cécile Colonna pour nous dire que nous allons aller maintenant et nous mettre tête avant dans un grand pot de vin. Merci pour cette très belle présentation, nous sommes très émus. Nous voulons vous remercier, vous avez été nombreux et nous sommes un peu tristes parce qu'il y a eu beaucoup de gens qu'on n'a pas pu inviter. Pardon. Ce que je voulais dire, que ce n'est pas la fin, bien sûr, ces colloques. Il y a deux projets en cours. Il y a un projet sur les dessins de François, sur les dessins de ses cahiers que Cécile a montré, et sur ses calques. Donc, c'est un projet copiloté par Jérémy Köring et Véronique Dazin de l'Université de Fribourg. C'est en cours. Et hier, Claude Calam nous a fait la remarque que dans le programme, il n'y a pas eu la Cité des images. Donc, nous avons eu hier l'idée de continuer et prévoir, organiser un colloque sur la Cité des images et à l'occasion de la réédition de l'ouvrage qui est en cours. Donc, merci beaucoup pour votre présence et je laisse le dernier mot. Je me joins à ces merci à tous nos intervenants et tout le public qui a suivi ces travaux sur ces 2 jours et demi. Et juste un mot donc, pour vous dire qu'on va
pour une autre publication. On a parlé beaucoup des publications des textes de François qui vont sortir bientôt. Mais donc on va s'attacher à publier les actes de ce colloque. Donc on va bientôt revenir vers vous pour ajouter cet hommage aussi dans un volume qui restera. Voilà. Merci beaucoup à tous. Le colloque aura lieu à Fribourg, le colloque sur la Cité des images. Voilà, merci.